un podcast produit par Fakir. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème peut prendre la forme d'une forêt impraticable, touffue, sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours pour trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of the Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. Alors que la première saison arpentait les fondamentaux construits par l'artiste pour lancer sa carrière musicale, cette expédition m'amène maintenant à suivre les traces de l'artiste en interaction avec son environnement professionnel. 4 étapes vont rythmer mon voyage dans cette taïga: la diffusion, la formation, le financement et la médiation. Au cours de mes rencontres, acteurs et actrices du secteur musical se sont confiés sur un milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de 4 épisodes. Saison 2, baliser son sentier. À plusieurs reprises dans la saison 1, les artistes évoquaient l'importance d'une identité musicale claire et cohérente pour diffuser son projet. Agences de booking, de management et salles de concert ont chacune leur ligne artistique et leur public. L'artiste doit alors se positionner pour s'adresser à l'entourage professionnel qui lui sera le plus adapté. L'été 2022, Civias, une plateforme qui visibilise les inégalités du secteur, publie un rapport glaçant sur 13 festivals de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur les 1255 artistes programmés, les artistes femmes et non-binaires représentent moins de 22% à l'affiche. Se pose alors un constat sévère. Est-ce que tout artiste débute avec les mêmes opportunités quand il souhaite se faire programmer ? C'est la question que je me suis posée pour cet épisode. Quelles vont être leurs réalités, difficultés et contraintes pour être visibilisées ? Comment s'organiser quand certaines portes ne s'ouvrent pas ? Et quelles alternatives vont alors voir le jour ? Pour ce premier épisode, Nastasia m'a tendu son micro et c'est moi, Biche de Ville, qui vais vous accompagner. Vous m'avez sûrement entendu dans la première saison. Je suis administrateur chez Fakir, mais avant tout, je suis musicien. Je chante de la poésie engagée sur de la musique électronique et je suis une personne transgenre, non-binaire. Pour suivre notre discussion, le vocabulaire que l'on va employer demande quelques petites notions. On définira non-binaire toute personne comme moi qui ne se retrouve pas dans la binarité, et queer quand l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspond pas au modèle social hétéronormé imposé. Ce terme va englober alors toute la communauté LGBTQIA+. Ici, spécifiquement, quand on parlera d'artistes queer, on ne fera pas référence aux hommes cisgenres de la communauté dans notre réflexion, c'est-à-dire aux hommes dont l'identité de genre est la même que celle assignée à la naissance. Je considère que dans le défi de programmation et de visibilité, ils ne feront pas face aux mêmes difficultés et enjeux que des artistes transgenres, non-binaires, etc. Finalement, quand on parlera de genre, on fera référence à l'identité de genre et c'est le terme « musique » qui évoquera le style musical.
Maintenant que les balises sont posées, c'est vers Anne-Sophie que je me suis tournée pour qu'elle nous parle de la parité des concerts qu'elle a donnés. Anne-Sophie a une double casquette dans le secteur de la musique. Elle est guitariste dans le groupe féministe Lavender Witch et elle a créé en 2013 l'association Poulet Rocks pour favoriser la promotion des artistes s'identifiant comme femmes dans les musiques alternatives principalement. En fait, on joue surtout dans des événements engagés. Donc, on nous invite parce qu'on est un groupe féministe et parce qu'on a des valeurs à défendre. Et en général, les soirées où on joue, ce sont des soirées thématiques féministes ou en tout cas militantes. Et donc, on est souvent majoritaire sur scène ces soirs-là. Peu de chiffres peuvent le confirmer. Mais cette parité va plus facilement être atteinte dans des circuits dits alternatifs, où la parité à l'affiche est un des enjeux centraux de ces lieux et de ces événements. Qu'en est-il de la programmation de salles plus grandes, de salles plus mainstream, dirons-nous ? Olivier, responsable du département musique et l'un des 3 programmateurs du Botanique, a bien voulu me parler de leur programmation. On n'est pas au courant de toutes les identités de genre, mais on est quand même... maintenant, on fait l'exercice pour nous de faire le compte. Alors c'est très aléatoire d'une saison sur l'autre. Alors par exemple sur les Nuits Botaniques passées, on avait 40% de femmes LGBT+. Ça c'était sur les Nuits Botaniques l'année dernière, où là on a vraiment une grille en face de nous, où on voit les noms de tous les artistes et où on compose une grille de programmation qui fait vraiment, où on veut une cohérence de style, paritaire, qui doit répondre aussi à des exigences en termes de diversité des publics, pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Par contre, par exemple, sur la saison, et là je vais être tout à fait transparent, septembre-décembre 2022, maintenant, on a 30%. Ça répond pas du tout à ce que nous, on s'est fixé comme objectif. Voilà, pour l'instant, on s'est fixé comme objectif d'être à 40%. C'est un objectif un peu tacite, hein, on l'a pas noté, hein, mais on se dit que c'est ce qu'on aimerait bien avoir. Le plus gros concert qu'on ait fait, c'était au Concours Circuit il y a 2 ans, au Rockrill. Et là, j'avoue que la parité était assez bien respectée. Il y avait quand même 3 groupes, je pense, de filles, de femmes. Donc je n'ai j'ai jamais joué qu'avec d'autres groupes masculins. Ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, le secteur musical va plus sérieusement considérer une programmation paritaire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et même si cette discussion se fait de plus en plus présente chez les programmateurs et programmatrices, les difficultés des artistes femmes non-binaires et queer pour se faire programmer restent malgré tout bien présentes. Pour nous en parler, j'ai invité Lynn qui travaille sur différents projets liés aux questions de genre dans le secteur musical. Lynn a monté la Femme Jam au Crazy Circle en 2021. Elle anime une chronique sur Radio Vacarme et elle a coordonné un festival de showcase féministe, le Bruxelles Festival, qui a été reporté. Lynn va utiliser le terme finta pour désigner les femmes, les personnes intersexes, non-binaires, transgenres et agenres. Se faire programmer, c'est surtout beaucoup de réseaux en fait. Et du coup, pour moi, c'est surtout avoir accès à la connaissance de comment se faire programmer. Je propose toujours aux artistes finta qui le souhaitent de boire un café avec moi et je leur raconte tout ce que je sais du secteur et je leur donne tous les contacts qui les intéressent. En fait, j'ai envie de pouvoir mettre mes compétences et mon temps au service de personnes qui n'ont pas forcément accès facilement à des gens de confiance pour faire des démarches dans le secteur, en fait. Et donc, c'est difficile de trouver des gens avec qui on travaille bien. Et quand tu es une artiste finta, tu as encore plus ça. Donc, je me suis dit, autant prioriser ça, parce que moi, c'est ça qui me fait vibrer aussi. Moi-même, je n'ai pas eu conscience de ce déséquilibre avant de faire partie de Civias. Voilà, moi je suis un homme, j'ai 44 ans, j'ai évolué dans un milieu, j'y suis depuis un peu toujours, et je n'avais pas conscience de ce déséquilibre avant qu'on me le montre sur des chiffres et qu'on me dise regarde la programmation des salles, des festivals. Je faisais partie de ceux qui avaient intégré ça comme une norme, quoi. Ça a été vraiment un peu le révélateur, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand tu te mets les yeux dessus et que tu regardes et que tu parles avec des gens et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui se sentent discriminés, voilà, à ce moment-là, il y a des discussions qui se mettent en route et ça prend plus ou moins de temps, je pense, selon les interlocuteurs au sein de la structure. Voilà, je vois très bien aussi les blocages qu'il peut y avoir par rapport à plein d'institutions où il y a une personne qui se sent vraiment très concernée et qui essaye de mobiliser le reste de l'équipe en interne, qui n'y arrive pas forcément ou pas facilement ou pas à la hauteur de ses attentes.
Je sais que ça peut être assez difficile parce que c'est vrai c'est un milieu aussi où c'est des gens qui font des longues carrières. Et quand on est là depuis 30 ans, voilà, ça a toujours été comme ça, pourquoi alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on faisait pas bien notre travail? Ben non, ça veut dire que oui, peut-être. Ça veut dire que le monde change et ça veut dire qu'on peut aussi se remettre en question et remettre en question des choses qu'on voit et qu'on voyait pas avant. Ouais. Certaines artistes n'ont pas attendu la conscientisation des grandes salles en termes de parité pour se faire programmer. Beaucoup ont développé des alternatives pour encourager la visibilisation de leur projet musical. Ces initiatives vont prendre plusieurs formes, que ce soit la création de collectives ou collectifs, d'événements ou encore d'associations. Ouais, bah donc quand j'ai lancé Paulette Rocks, en fait, moi j'avais l'habitude de sortir dans des concerts métal, punk, donc vraiment des choses assez plus extrêmes, et je me rendais compte que sur scène et aussi dans le public, il y avait très peu de femmes, et je me suis dit, mais pourquoi pas justement mélanger ces musiques un peu alternatives et le milieu LGBTQIA+, donc un peu plus militant, et le but c'était vraiment de mélanger ces publics et de aussi susciter des vocations auprès des femmes pour leur dire lancez votre projet, n'ayez pas peur, nous on peut vous offrir une scène et une structure adéquate. Alors au début, on a eu un partenariat avec la Rainbow House, donc qui nous a tout de suite permis d'organiser nos événements dans le bar de la MAC. Bon, c'est une très petite salle, enfin c'est même pas une salle, c'est un bar. Donc on a fait jouer des gros groupes de punk là, c'était très très DIY. Et petit à petit, je me suis rendu compte quand même que c'était pas le meilleur endroit pour les accueillir. Et donc on a fait j'ai un peu démarché auprès d'autres salles. On a fait des concerts au Rock Classique, au DNA, qui n'existe plus, au 123. Et en gros, moi, j'ai pas vraiment de groupes qui sont affiliés à Paulette Rocks. C'est plutôt des groupes qui me contactent, donc qui ont le vent de ce que je fais et qui me disent, voilà, là, on cherche une date à Bruxelles, tel jour. Est-ce que tu peux nous booker quelque part? Et à ce moment-là, moi, j'entame la recherche d'une salle pour organiser l'événement, quoi. Donc, par exemple, le collectif une fois, et avec les mix, Mhm. Babyfire, ces artistes-là, je les ai découverts dans des discussions Civias. Je les connaissais pas avant. Je les ai rencontrés au bar du 210, elles m'ont parlé, elles m'ont dit on aimerait bien jouer au Botage. J'ai dit oui, allons-y, enfin, envoyez votre musique. Et puis voilà. Et il y a quand même vraiment un changement quand les artistes internationaux nous demandent une première partie locale. Ça arrive quand même très régulièrement maintenant qu'ils nous disent on veut une artiste féminine, on veut une artiste LGBT+, on veut une artiste people of color. Ça n'arrivait jamais il y a 5 ans. Jamais on a reçu un mail avec ça. Ça devient un enjeu pour les agences de booking and management. Ça devient un enjeu aussi pour certains artistes qui sont en tête d'affiche et des artistes masculins qui disent voilà, on veut pas une affiche 100% masculine. Donc un gars, je veux pas qu'il y ait des gars avant moi parce que je veux que ce soit une affiche équilibrée. Et nous, on a fait le choix de travailler en mixité choisie. Aussi, c'est pour dire, en fait, on peut très bien y arriver, et puis créer une communauté aussi de personnes Finta, renforcer, en fait, en créant ce festival et en l'organisant, on renforce la communauté de personnes Finta. Avec la Femme Jam, c'est ce que je voyais. C'était, donc c'est une jam qui a encore lieu au Crazy Circle tous les mercredis. C'est le premier pas d'artistes sur la scène. Et en gros, c'est une initiative qu'on a fait pour justement se dire, au lieu d'être en compétition, en fait, soyons dans la delphité et soutenons nos projets, parce que Les Volumineuses, c'est un projet qui travaille aussi dans le secteur musical pour promouvoir les artistes Finta et les artistes queer. Mais c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même formule, c'est pas du tout les mêmes artistes. Et donc, en fait, il faut juste qu'on soit dans la sororité. Le 24 septembre, il va y avoir 4-5 soirées queer, féministes. Parce que voilà, il se trouve qu'il y a plein d'événements en même temps. Et c'est ce qu'on se disait hier. Je dis, mais c'est génial, on a le choix. Je vois bien que le secteur musical travaille pour augmenter la visibilité d'artistes Finta, pour reprendre le terme de Lynn. Mais bien souvent, j'ai l'impression que si, comme moi, l'artiste sort de l'étiquette femme, les difficultés augmentent. Beaucoup d'artistes queer de mon entourage choisissent de se tourner directement vers les scènes alternatives plutôt que de se lancer dans le circuit traditionnel. Parfois par peur du rejet, non pas de leur projet musical, mais de leur identité.
Je suis une personne transgenre et je sors de la binarité. Et rien que pour ça, la société me rappelle chaque jour que je n'existe pas. Comment croire que le secteur musical qui s'inscrit dans cette société ne va pas faire la même chose avec moi ? Comment croire que le côté mainstream du milieu de la musique, alors qu'il donne une place centrale à l'image, va me donner une chance alors que je sors des standards de beauté imposés par la société actuelle patriarcale et hétéronormée ? Nager à contre-courant nous réclame énormément de force et de courage. Alors, est-ce que notre identité de genre pourrait amener au conflit ? Peut-être. Peut-être, parce qu'on a déjà un style assez alternatif qui ne sera pas forcément joué dans les festivals mainstream, on va dire. Et donc, je pense que c'est vraiment un choix quoi, de jouer dans les scènes alternatives. Ouais. Et on a envie justement de militer et en fait, de ne pas se prendre la tête avec des grosses institutions. Peut-être qu'on a envie d'éviter le conflit aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, on cherche pour l'instant des scènes plus alternatives. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que d'office, on s'attend à ce que les artistes Finta portent la voix de toute la communauté, qui représente tout le monde, et c'est vraiment génial. Tu vois, on leur demande d'être des experts sur les questions de genre, et en fait non, tu peux être une artiste Finta et parler de la météo, et parler de crise d'amour, et de ce que tu veux, d'émotion, enfin de ce que tu veux. Et donc je pense que clairement, des artistes peuvent être Finta sans être engagés. Et c'est la réflexion de beaucoup d'artistes Finta, queer, qui du coup ont fait toute leur émergence dans leur communauté, parce qu'on a plus facilement accès. En fait, l'accueil est garanti aussi. Et t'es garanti que la question de sécurité en tant qu'artiste, elle va être prise en question, en fait. Et qu'on va pas te mégenrer quand tu vas arriver. Et puis, ton public aussi. C'est ton public, et c'est un public qui est là pour te voir. Et souvent, quand tu es programmé dans le mainstream, en fait, les endroits mainstream, comme on dit, ne sont pas prêts à accueillir un public. Est-ce que dans ton rider, il y a marqué que quand tu vas dans une salle de concert, il faut d'avoir des noms de toilettes, noms séparés hommes-femmes, parce que ça, par exemple, si toi ton public c'est un public queer, pour Yel c'est hyper violent en fait de voir des toilettes hommes-femmes quand ils vivent dans un espace. Toi en tant qu'artiste, c'est aussi ta responsabilité, enfin pas ta responsabilité, mais c'est des réflexions à engager, à faire ou pas, tu vois. Alors, on a pas mal de chance depuis le début qu'on a lancé Lavender Witch, c'est qu'on a été appelé pour jouer, donc on n'a pas beaucoup démarché pour trouver des dates. On n'en a pas fait beaucoup non plus, faut dire, mais on est toujours venu vers nous justement parce qu'on avait ce langage engagé et que c'était des événements justement militants. Nos stratégies, c'est vraiment de rester nous-mêmes et d'être très clair par rapport à nos volontés et à notre ambition féministe. Voilà, on va pas du tout se vendre sur autre chose et on va pas user de stratagèmes ou de stratégies pour infiltrer un milieu un peu plus mainstream ou quoi. C'est pas du tout notre but. On veut vraiment jouer dans des endroits safe et si on se sent pas les bienvenus, je pense qu'on va juste dire non et puis on va pas forcément se mettre en porte-à-faux ou en tout cas, nous on a envie de passer du bon temps. Et nos textes sont assez engagés et militants que pour faire passer notre message. En fait, déjà, le safe, ça n'existe pas. On parle de safer, des endroits sécurisants, et pas sécurisés, si on traduit en français. Parce qu'en fait, on ne peut pas garantir la sécurité de tout le monde. Mais par contre, on peut mettre en place des protocoles et prendre en compte en fait, la réalité des expériences des personnes quand on les programme ou quand on les invite à venir dans n'importe quel type de structure. Je sais qu'il y a des endroits où on n'ira plus forcément parce que l'accueil a été en tout cas un peu en dessous d'autres lieux. Donc ça nous permet de faire le tri aussi. Mais pour l'instant, on est assez chanceuse en fait par rapport à l'accueil qu'on a reçu. Et ensuite, c'est au sein du secteur, est-ce qu'on va être fétichisé, tokenisé, quel va être en fait l'accueil que le secteur nous réserve? Parce que si il n'y a pas des gens comme nous qui sont dans l'orga, en fait, on n'a pas conscience de la réalité de ça. Et si t'es pas comme nous et que si t'es pas une personne Finta et que tu as conscience de la réalité des autres et que tu arrives à mettre en place des protocoles d'accueil, une programmation paritaire, génial. Mais ça, c'est pas encore la majorité des personnes.
Oui, il y a une petite salle que je ne citerai pas où, dès le check son, en fait, dès les balances, on a senti qu'il y avait un peu un regard jugeant sur notre musique. Heureusement, ça nous est arrivé qu'une fois. Mais voilà, on a eu des remarques par rapport au style de musique qui apparemment n'était pas ce que le programmateur attendait. Et il a aussi un petit peu déstabilisé l'une de nous avec des petites réflexions ou en tout cas des choses un peu maladroites. Et là, on s'est dit, bon, ok, c'est pas un super moyen pour nous de commencer. En plus, c'était vraiment dans nos tout premiers concerts. Et on n'était pas très à l'aise suite à ça. Ouais. La plupart des gens ont une volonté de mieux faire, mais n'ont pas les outils. C'est ce qu'on me dit toujours. On me disait, ouais, mais moi, je sais pas, je connais pas le bon vocabulaire, ou je sais pas comment convaincre mes équipes de mettre des choses en place. Enfin, moi, on m'a déjà sorti, non, mais moi, je vois pas le genre quand je programme. Donc, en fait, c'est plutôt ça, je pense, le moment dans lequel on est en ce moment. C'est comme dans la société, on est beaucoup plus consciente et conscient de ce qui se passe quand on est une personne finta. Je pense que dans le secteur de la musique aussi. Et là, la question, c'est quels outils on donne au secteur en fait, pour mieux faire les choses. Alors, on peut déjà s'inventer plein de contraintes si on n'a pas envie de le faire. Hein. Ça, c'est la première contrainte, c'est la contrainte qu'on se met à soi-même quand on n'a pas vraiment envie et quand on sent que ça évolue et qu'on veut montrer qu'on fait et qu'en fait, on n'a pas vraiment envie. Après, oui, on est en face d'un secteur qui est en place, avec des gens qui sont en place depuis X années, qui n'ont pas forcément envie de remettre en question la façon dont ils ont toujours fait leur travail. Des catalogues d'artistes qui sont dans certains styles musicaux, où le masculin est ultra représenté, et où ça emmerde un peu ces gens-là de remettre ça en question, parce que du coup, ils ont leur business qui est comme ça, et que s'il faut commencer à faire autrement, c'est quand même un peu chiant. Mais changer quelque chose qui est en place, c'est toujours très très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, je trouve. C'est bien de montrer qu'on fait, mais c'est vraiment surtout important de faire. Moi, je trouve ça toujours un peu suspicieux de trop montrer qu'on fait. Voilà, il faut faire, il faut dire les choses, faut faire passer les choses. Alors voilà, on a des discussions avec des agents, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui mettent du temps à comprendre et qui finissent par comprendre. Mais c'est vrai que... voilà, simplement ouvrir le regard, c'est la base. Il y a plein d'échelles, si tu veux, où pour moi, la réflexion sur le genre, elle doit se mettre, et pas que au niveau de la programmation, qui est un peu l'étape finale. Enfin, pour être programmé quelque part, il faut avoir pu développer tout ton projet de A à Z et d'avoir trouvé des gens qui te font confiance, d'avoir de l'argent aussi, parce que ça coûte beaucoup d'argent de monter son projet. Donc voilà, moi je suis vraiment une grande défendeuse de la vision systémique de ce problème, des questions de genre en tout cas. Je parlais de l'étiquette femme tout à l'heure, dans laquelle je ne m'inscris pas et qui me donne parfois l'impression que mon identité de genre, transgenre non-binaire, va devenir une étiquette qui prendra le dessus sur mon identité musicale. Est-ce que le fait d'être un artiste transgenre fait de mon projet un projet engagé et de moi un artiste militant, alors que c'est juste mon identité propre ? Est-ce qu'automatiquement je suis condamnée à rester dans le circuit alternatif et à espérer être programmée dans ces nouvelles initiatives ? Étant aussi un artiste émergent, comment puis-je atteindre les grandes scènes et le circuit plus traditionnel ? L'identité de genre a-t-elle vraiment un impact dans les stratégies de programmation ? Une question que j'ai posée à Catherine, directrice de l'agence de booking Green Revolver Music. Elle a dans son catalogue une 12aine d'artistes émergentes belges. Moi, le genre n'intervient pas spécialement parce que je regarde plus par rapport à la qualité musicale et du live. Et c'est vrai qu'en général, quand je présente un projet, je me pose pas la question de savoir est-ce que ce sera plus facile, est-ce que c'est un homme ou une femme ou un artiste non-binaire, par exemple. Je sais que dans les festivals mainstream, comme j'ai pas mal de chanteuses pop, j'ai jamais eu de difficulté vraiment à les faire programmer. Après, j'ai pas mal de groupes aussi un peu plus, on va dire, indé ou des styles musicaux un peu plus niche. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile peut-être de faire programmer une artiste féminine dans ce style-là. J'ai une anecdote assez marrante justement d'un programmateur qui me disait oui, mais t'as pas peur qu'on programme parce que c'est une femme ou parce que c'est une personne finta. J'ai dit alors t'es un mauvais programmateur en fait. Parce que si tu programmes une artiste juste pour ça et pas pour son talent,
Si c'est pour ça que tu l'as choisi, alors tu sais pas programmer, tu vois. Et si tu la programmes dans un contexte plus large, c'est-à-dire tu la programmes pour avoir une parité dans ta programmation, tu es juste un bon programmateur, voilà. Parce que c'est le sous-entendu en fait de ce genre de propos, c'est toujours est-ce que du coup on va mettre la qualité de côté pour un token de genre et de quota. Alors ça qui prime, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit pas ça qui prime. Quand on se fixe un objectif paritaire, il y a la discussion arrive forcément de se dire ah oui, mais attends, c'est des projets féminins et là on en est à autant, il faudrait qu'on rééquilibre un petit peu, donc oui, ça va jouer forcément à un moment ou à un autre. C'est très difficile de refuser un artiste masculin parce qu'il est masculin et de programmer un artiste féminin qu'on sent pas parce que juste voilà. Ça c'est un truc qu'on a dit qu'on ferait pas, de faire du remplissage de statistiques avec des premières parties ou des projets qui nous branchent moyennement. Parce qu'on n'a pas envie d'écarter un artiste à cause de son genre, que ce soit un homme ou une femme ou n'importe quel genre. Je veux dire, Mais inévitablement, vu le déséquilibre qui existe dans l'offre artistique, on en arrive parfois à trancher à cause du genre. Ouais, ça arrive. Ouais, par exemple, j'avais un groupe qui a sorti justement un single qui parlait du coming out et du fait d'être gay. Et tout de suite, j'ai bien vu qu'il y a pas mal de scènes un peu orientées qui nous ont demandé justement pour programmer le groupe. Et j'avais l'impression que c'était plutôt qu'ils étaient programmés par rapport à ce fait de la sortie de ce single plutôt que par rapport à ce qu'ils faisaient dans l'ensemble, on va dire. Mais là, je veux dire, il n'y avait pas de souci non plus. Ils ont été programmés dans pas mal de différents festivals ou styles de salles. Voilà, après, c'est vrai que ça a aidé le fait de pouvoir jouer dans d'autres milieux, en fait. Bien sûr, écoute, quand tu es programmé le 8 mars, que tu travailles avec un groupe avec que des femmes dedans, tu sais pourquoi. Et surtout, au lieu de dire, et très mal payé aussi. Et à ne pas embaucher une femme ingé son, tant qu'à faire un concert le 8 mars, toute ton équipe doit l'être. Pour un autre event du 8 mars, dans une grande salle de concert à Bruxelles, l'ingé son, ils voulaient avoir une ingé son Finta, et ils ont proposé une ingé son, mais parce que eux, ils en avaient pas en interne, tu vois. Elle a dit, non, soit vous me prenez en contrat en interne, mais vous m'embauchez pas pour un one shot parce que vous en avez pas chez vous, tu vois. Après, c'est vrai que le paysage a quand même vraiment changé ces derniers temps. Alors, c'est devenu un peu un argument aussi de la part des agents. Hein. Je te regarde, Catherine, mais c'est pas ton cas. Tu n'as pas besoin de le faire. Mais c'est devenu un argument, voilà, des artistes féminins pour faire une soirée féminine. Et on se dit, ouais, ça serait cool. Et on sait que c'est aussi bien reçu de la part du public. Et c'est vrai que le fait de dire que l'artiste est queer, le fait de dire que l'artiste est féminin et a fait une chanson sur le sujet, maintenant c'est devenu un argument pour dire allez-y, programmez-la. Donc il y a ça aussi. Il se passe la même chose avec les luttes LGBTQI+. C'est devenu mainstream aussi d'être gay-friendly et tout ça. La question, c'est comment est-ce qu'on tombe pas dans la récupération pour l'image, encore une fois. Et c'est d'autres personnes, pas forcément celles qui ont besoin de la mixité choisie à différents moments, qui aussi doivent faire le pont avec justement tout ce qui n'est pas ces espaces de mixité choisie. Quels sont les outils pour le reste du secteur qui est en dehors de ces espaces-là. Je pense que les tendances sont plus dans cet ordre-là. C'est-à-dire que on a des petites initiatives un peu de surface, mais tu le vois très vite que c'est de la surface en fait, parce que dès que tu creuses, tu vois qu'il n'y a rien. Et d'autres où c'est des vraies initiatives mises en place parce qu'il y a cette volonté de pérennité et il y a cette volonté de voir ça à toutes les échelles de ton univers. En tant qu'organisatrice d'événements, tu réfléchis à ça dans tout ton accueil d'artistes, quoi. Tout ton accueil de public. Et ça, il y en a plein qui sont de plus en plus à Bruxelles. Et je pense qu'on est vraiment chancereuse là-dessus. Cet enjeu de visibilité des artistes femmes, non-binaires, queer, réclame des actions concrètes de l'entièreté du secteur musical. Nous, artistes Finta,
Nous devons continuer à croire en nous, en nos projets, nous entraider. Mais ce n'est pas à nous de changer les choses. C'est au secteur musical de s'adapter pour nous donner une place. Gardons aussi à l'esprit que, dans la formulation « femmes et minorité de genre », ce « et minorité de genre » n'est pas qu'une virgule. Il est incarné par de vraies personnes, des personnes qui existent, qui ont besoin d'être visibilisées et d'être incluses. En entendant tous ces témoignages, ce qui me donne de l'espoir, c'est de me rendre compte que des grosses structures se conscientisent. Et ça, c'est bien. C'est totalement le but, hein. C'est totalement le but et c'est le cas. Ce n'est pas encore assez le cas, mais il y a quand même vraiment il y a quelque chose qui se passe vraiment à ce niveau-là. Par exemple, dans les projets locaux, on reçoit beaucoup plus de sollicitations d'artistes féminins qui avant se mettaient peut-être dans l'invisibilité parce qu'elles n'osaient pas. Elles se disaient bah non, on va pas y aller, on va pas aller au Bota. Et maintenant, elles y vont et puis si c'est bien, bah, elles viennent, quoi. Alors tout à l'heure, je disais que parfois on programme des artistes féminins parce qu'elles sont féminins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de propositions qui permettent de sélectionner des artistes vraiment de qualité sans que ce soit vraiment le genre qui prime, quoi. C'est vraiment la musique qui passe d'abord. Après, moi, je m'étais plus rendu compte de ça. C'était en 2018 ou 2019. J'avais une artiste qui a joué dans un festival où elles étaient que 4-5, par exemple, sur, 80, 90 artistes. C'est vrai qu'avant ça, je ne m'étais pas rendu compte. Et maintenant, de plus en plus, on voit qu'effectivement, on regarde un peu plus à l'affiche pour que qu'il y ait plus de pluralité, etc. Il y a eu plus qu'une évolution. Il y a eu on est passé de rien à tout. Enfin, pas à tout, parce qu'on n'y est pas du tout à tout. Mais c'était une réflexion qui n'existait pas il y a 5 ans. C'est une réflexion qui n'existait absolument pas. Il y avait, dans les sensibilités artistiques de l'équipe de programmation, il y avait de toute façon une sensibilité pour plein d'esthétiques différentes et pour des artistes de tous les genres. Mais on parlait pas, on verbalisait pas. Il faudrait qu'on ait qu'on tende vers une parité. Il faudrait qu'on ait autant de pourcents. Ça, c'était une discussion qui n'existait pas. Si tu vois de tout ce qui est compétition et tout ça, tu vas être la femme dans la programmation, la seule personne finta dans toute la programme. Maintenant, c'est plus le cas en fait. Donc du coup, je crois qu'il y a aussi cette question de compétitivité qui réduit. Il y a beaucoup plus d'adélicité entre les artistes, de s'échanger les bons musiciens, musiciennes, les contacts de studio, les contacts d'ingé son, les contacts de programmatrices. Donc voilà. Faut pas hésiter à mobiliser le réseau de gens autour de vous pour vous faire programmer dans différents lieux. Ouais, je rejoins un peu ça. J'aurais aimé qu'on me dise fonce en fait. Même si t'es pas sûr de toi, t'es pas sûr de ton instrument, ouais ok tu débutes, qu'on te dise vas-y en fait et surtout trouve des gens avec qui ça match et avec qui tu t'entends bien pour faire de la musique et où vos valeurs se retrouvent et à ce moment-là il n'y a plus aucune barrière à se mettre. Et vas-y, quoi. Merci de nous avoir écoutés. C'était Eye of a Tiger, une production de Fakir, réalisée par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo. Montage Nastasia Rico. Voix off Biche de Ville. Mixage Hugues Parent. Habillage sonore, Clément Nourri et Lynn Cassiers. Avec le soutien de Comme un lundi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM et Playwright.